Donc, Voilà. on va aborder le dernier volet de cette émission. On va parler un peu du pétrole. Oui. On sait que il y a quelques mois, toute l'affaire Waco, les interdictions Oui. de chargement, puis en parallèle avec le conflit avec le Niger où les frontières sont fermées. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si en temps il y a eu de nouveau dans ce secteur-là, dans la gestion euh, des puits pétroliers, tout ça, s'il y a eu du nouveau en temps. Euh, en ce qui concerne, WAPCO, il y a pas eu trop de nouveaux, à part que quand ce ministre il était arrivé, dès ses tout premiers jours, il allait surprendre WAPCO en train de faire le traitement donc de l'eau de forage sur le site, hein. D'ailleurs, le monsieur, quand il est arrivé, un beau matin, il prend son véhicule, il arrive à ses mains, il appelle le directeur général donc des hydrocarbures et des ressources énergétiques. Il dit, rejoignez-moi à ses mains, j'y vais. Donc, le pauvre, il court de son bureau, n'a pas eu le temps donc d'avertir les Chinois. Ils arrivent là-bas, le ministre, il voit tous les dégâts environnementaux. Il dit, l'eau de formation que vous traitez. Il faut savoir que l'eau de formation, c'est l'eau qui vient directement, qui accompagne le pétrole qui est pompé du sous-sol nigérien. Donc, cette eau-là suit également le pétrole jusqu'au tank de stockage à Sémé. Et donc, quand ça se décante, il y a l'eau qui est forcément récupérée. Donc, quand cette eau-là est récupérée, c'est directement jeté en mer. Donc, le ministre, quand il voit ce dégât environnemental, il dit, bon, donc, comment vous gérez l'eau? Vous traitez, quels sont les traitements? Bon, le DG ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas répondre. Donc, il s'est fait surprendre comme ça. Le ministre lui a demandé de déposer une demande d'explication. Et, bon, donc, on ne sait pas ce qu'est devenu la demande d'explication. Le ministre, il a fait du bruit. Bon, et après, deuxième tour, bon, on a vu ce que ça a donné. Bon, ouais, tout s'est bien passé, etc. Entre la première sortie et la deuxième sortie, 2 semaines après, bon, on ne sait pas s'il y a eu des choses qui ont circulé dans le noir. C'est le comportement donc des Chinois. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc, il a tout de suite changé d'avis. Il a laissé ça. Parce que ça, le DG OBR, le DGABE doit pouvoir nous clarifier comment est traitée l'eau, quels sont les composants donc, chimiques de l'eau qui sont reversés dans la mer. Parce qu'après, c'est des pêcheurs, c'est les gens de cette région-là, la, la population de Sémé, tout ça qui vont souffrir. Et y compris nous, parce que nous allons consommer ces poissons-là. Donc, voilà autant de questions qui ne sont pas élucidées, qui ont été noyées, je vais dire, parce que ça n'a pas été élucidé, ça a été simplement noyé. Le ministre n'a plus rien dit. On n'a pas eu donc de représailles, il y a eu rien et rien ne s'est passé. Et à part ça, il y a la question donc des plans de formation des agents béninois qui sont à RAPCO. Parce que dans le contrat, on leur a donné tout ça pour que eux, quand ils arrivent derrière, ils puissent euh, permettre en fait aux Béninois d'accéder à ces postes-là et de prendre la gestion, de prendre en main la gestion donc du pipeline du côté du Bénin. Donc, il n'y a pas de plan de formation parce que c'est les grands, les signent des contrats de 2 3 4 5 mois. Et puis, bon, ils y vont, ils sont tous terrorisés de parler, de réclamer des plans de formation. La seule fois qu'ils avaient été formés, c'était quand ils étaient allés. C'était même pas une formation en tant que telle, c'était une découverte de la Chine et de la culture chinoise. Ils étaient allés faire un mois avec le DGABE, tout ça, le DGHRE. Bon, on les a bien gavés, ils sont rentrés, c'est tout. Et depuis ce temps, il n'y a jamais eu de plan de formation. Sur le salaire, c'est pareil, il n'y a rien eu. Il y a eu des bisbis après l'arrestation et l'emprisonnement de Olivier Bokor, notamment avec Netec qui n'arrivait plus à payer parce que justement la société a pris un coup et n'arrivait pas à payer ses employés et tout ça. Les ouvriers ont commencé ils ont jacassé un peu. On a pris deux, on a renvoyé finalement un, puis on a gardé l'autre. Bon, donc ça s'est réglé comme ça et puis tout le monde s'est calmé. Donc c'est comme ça. Le Niger, vous avez vu récemment, le Niger a pris des dispositions et a dit stopper vos n'importe quoi là, et a chassé le directeur WAPCO qui était en séjour là-bas. Bon, il est venu se réfugier au Bénin, il est actuellement au Bénin et a demandé à ce que les salaires soient réglementés, régularisés sur la norme internationale. Tous les Chinois, je vous dis, tous les Chinois qui sont là, qui travaillent, le minimum de salaire, le tout petit minimum d'ingénieur, c'est 8 500 000. Le directeur, c'est à peu près dans les 25 millions. Donc, le Béninois, le plus haut, dans la BAC et qui occupe les mêmes fonctions que les Chinois, il ne fait pas 2 millions.
Donc, quand vous avez un salaire où on fait des concessions, parce que c'est des concessions qu'on a eu à faire, hein. Vous avez vu jusqu'à récemment, le maire d'Adjara, il continue pas à dédommager les gens. Bon, dédommagement et quoi encore? Des gens ont pris des sommes ridicules. Donc, le Bénin s'est sacrifié pour, au final, ne pas voir ses fils profiter de cela. C'est ce qu'on veut me dire. C'est pas possible. Donc, il y a cette question de WAPCO qui demeure. Et vous vous souvenez, notre dernière rencontre, c'était quoi? C'était début janvier. WAPCO devait organiser sa journée annuelle. Et quand ils ont eu, je ne sais pas par quelle magie ils ont eu les éléments, mais vous êtes aussi populaire, votre émission a été sûrement relayée. Les Chinois ont eu vent de cet événement. Ils ont dit, ah non, nous on n'organise plus de journée, de journée annuelle, de fête annuelle. On n'organise plus de fête annuelle parce que les Béninois, voilà ce qu'ils disent. On a eu également les échos. Ils ont eu peur parce qu'en plus, le nouveau ministre venait d'arriver. Ils ont dit, faut pas qu'on organise ça parce que sinon, ça va montrer que c'est ce qu'on fait. Donc, ils n'ont plus organisé. Donc, ça les a cassés. Et je suis sûr que. Bon, donc, et du coup, ils ont même sorti des dispositifs pour leur demander à tous les employés de signer un accord de confidentialité sur tout ce qui diffuse les informations. Mais ils sont petits. Nous, on est au ministère, on est partout. On est le vent qui respire. Ils ne pourront rien. Donc, donc vous avez ça. Et il continue, ce monsieur continue. Bon, dans le recrutement, moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le recrutement des agents au niveau donc de WAPCO. Vous avez, bon, c'est vrai que ça fait un bon débarras pour l'administration pétrolière béninoise parce que il y a la directrice générale, la directrice du service juridique qui ne foutait rien, qui était très proche, comme je dis, très proche du ministre Adambi, vous comprenez ce que je veux dire, qui était stagiaire au ministère, au service juridique, qui l'a positionné directement directrice des affaires juridiques du ministère. C'est là même qui devait être envoyée pour aller récupérer les 1 milliard qu'ils avaient demandé à l'autre Américain là-bas. Donc, elle, cette dame-là, bon, Wako l'a récupérée parce elle a vu que le pétrole de ses mains, c'était de n'importe quoi, que rien n'allait se passer et tout. Donc, pour se sécuriser à vie, Wako l'a récupérée et tout ça. On ne peut pas s'imaginer que le ministre Adambi n'est pas pistonné. Et donc, moi, je me dis, bon, comment est-ce que quelqu'un qui est dans une société béninoise démissionne comme ça et passe à une autre compagnie avec les secrets de formation qu'elle a, les secrets sur les informations qu'elle a? Moi, je sais pas, il faut quand même peut-être 1 ou 2 ans donc de droit de réserve pour se faire embaucher ailleurs. Je pense que c'est ce qui doit prévoir là pour tous ceux qui ont eu à occuper des postes de direction. Elle était directeur juridique. Donc, elle comprenait beaucoup de choses dans le système béninois. Surtout qu'on sait que WAPCO, à travers la CNNPC, c'est la CNNPC qui est intéressée par nos blocs. On ne peut pas laisser ces gens-là partir comme ça. Donc, le ministre, il a rien fait, il a laissé passer. Donc, la Société nationale d'hydrocarbures est en train de se vider. Donc, il n'a rien fait. Et il ne fera rien d'ailleurs. Donc, puisqu'il n'a pas, il n'est pas là pour ça, il est juste venu. Moi, c'est ce que je me dis à travers ces comportements. Il est juste venu remplir les poches avant la fin donc, du mandat de talent parce qu'il ne sait pas celui qui va arriver si la personne va le garder au poste ou pas. Donc, ils veulent tout faire pour avoir aussi un peu de sous pour financer leur campagne. C'est normal. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça le pays fonctionne. Et après, quand on y va loin, on a appris récemment aussi que le Bénin avait été mis sur une liste, bon, après que ça a été démenti et tout. Mais je dis, c'est quelque chose qui peut arriver de façon réelle. Sur une liste où les passeports béninois ne peuvent plus aller aux États-Unis. Bon, même si ça a été démenti après, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas une rumeur simple, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Et pourquoi? Parce que vous vous souvenez de Donald Trump en novembre, sa campagne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit drill, drill baby, drill baby. Il dit forêt, forêt. Il dit que nous allons revenir et remettre le pétrole à flot. Donc lui, il est derrière les compagnies pétrolières. Et partout, il veut soutenir les entreprises américaines. Et donc, ce monsieur, vous ne vous imaginez pas qu'il va laisser tomber son compatriote qui est en souffrance au Bénin depuis plusieurs années à qui on demande de donner 1 milliard, un demi-milliard pour lui signer son contrat. Donc, il va pas laisser passer. Et donc, si jamais cela arrivait, il ne faudrait pas vous étonner. Ça peut être
une partie donc des représailles liées au fait que ben, le Bénin a décidé de bloquer de façon illégale, je suis béninois, c'est pas bon de le dire, mais c'est illégal ce qu'ils ont fait, à bloquer ce monsieur. Donc j'espère que le ministre il va prendre le dossier en main et qu'il va essayer de décanter la situation pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que M. Bakary, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il ne peut pas dire qu'il est étranger à ce dossier. Parce que M. Bakary était dans la commission, au moment où il était conseiller du président Talon, il était dans la commission qui était allé étudier justement le cas de cette entreprise-là. Et lui, dans cette commission, ils avaient tous dit OK pour signer son contrat. Donc, c'est quelques jours plus tard que ce monsieur a été nommé ministre des Affaires étrangères. Donc, si demain il apprend que les Américains bloquent nos passeports, il ne faudrait pas qu'il soit étonné. Et il ne pourra pas venir dire devant le peuple béninois qu'il n'était pas informé. Donc, moi, je le dis, au moins tout le monde est éclairé. Donc, vous avez de ces comportements. Et puis, peut-être qu'on peut aussi parler du bloc 1 et des annonces récentes, si vous voulez, de location d'un rig annoncé un peu partout. Dont aucune autorité n'a été saisie de façon officielle. Donc, on apprend ça dans la presse internationale quand même. Si vous voulez, moi, j'ai un petit truc que j'avais préparé pour ça, mais bon, si vous avez le temps, je peux vous Ouais, faire on peut parvenir. en parler, on a encore quelques minutes encore. Ouais. Ok, je vous mets ça. Je partage mon écran si vous voulez. Oui, on peut Euh, aller, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais allez-y. Et ok, ça, ici. Ok, ok, allez-y d'accord. maintenant. Oui. Partager mon écran. Euh, donc, c'est une présentation. Je vais. Donc, écran, cet écran-là. Donc, là, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc je vais essayer donc de projeter ça. Ah, mais euh, cette histoire en diaporama. Ok. C'est mais quand on parle du pétrole du Bénin, beaucoup en général ne comprennent pas où c'est. Et c'est situé dans nos eaux. C'est des eaux un peu profondes, d'à peu près 25 mètres. Et aujourd'hui, bon, on ne va plus rappeler l'historique, mais ça m'avait été exploité depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et à ce jour, j'ai entendu des gens dire que le pétrole béninois s'exploite et tout ça. Non, c'est pas possible. Même si le Nigeria avait l'ambition de le faire, il ne peut pas forer des puits déviés jusqu'à arriver dans nos eaux pour exploiter le pétrole. Donc, arrêtons ça. Le pétrole du Bénin n'est pas exploité. Ce qui est fait, c'est en fait le stock du Bénin qui est pris, qui est exploité de façon illégale pour servir donc d'actifs financiers sur les marchés financiers pour faire grossir donc les parts de participation donc des sociétés. Donc le Bénin, le pétrole bénin représente un stock. C'est pour ça qu'il parle de séquestration du pétrole du Bénin. Mais le pétrole lui-même en question n'est pas produit. Et nous, on souhaite justement que ce soit produit. Donc sur ce bloc-là, l'opérateur actuel qui est là, ça s'appelle REST, hein, REST International. Reste International a plusieurs holdings. Donc, vous voyez un peu la mèche, hein. Donc, c'est des montages donc, de ces sociétés pour optimiser au maximum comment on appelle, le- les capitaux, hein, les capitaux d'investissement. Donc, ils font des montages comme ça. Finalement, Reste International, dans Reste International, vous avez des holdings, hein, dont je vous en parle pas. Vous avez Lim Petroleum Holding et vous avez Mazira LTD. Mazira, c'est le holding qui exploite le bloc 50 à Oman. On va peut-être en parler, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, dans le holding Lim, vous avez trois autres sociétés, dont Akrake Petroleum, où ils estiment qu'ils sont à 100% dans Akrake Petroleum. Donc, quand vous prenez la société Akrake Petroleum, RES est actionnaire en fait à 100%, à 76%. La SNHB, Société nationale des hydrocarbures du Bénin, est actionnaire à 15%. C'est réglementairement comme ça, c'est systématique. Et vous avez Octogone. Octogone, c'est M. Radasaka, c'est un opérateur économique béninois qui sans doute peut-être est animé par de bonne foi, mais quand vous regardez un peu l'actualité sur ce monsieur dans la sous-région, n'a pas bonne réputation non plus. Bon, donc on estime que bon, peut-être qu'il n'a pas fait de mauvaise foi, mais qu'il était dans l'ambition de faire venir des investisseurs bénins. Donc on ne va pas porter préjugés sur lui. Et donc ce qui est recherché,
C'est ce que vous avez à droite sur la figure. Là, je vais peut-être mettre mon pointeur. Comme ça va être plus facile pour vous. Donc, c'est ce que vous avez à droite ici, c'est le champ de semin. Sur ce champ, vous avez deux structures. Vous avez une structure qui est appelée la structure semin nord et vous avez la structure semin sud atteint par les puits. Donc, les petits points, c'est des puits qui ont été forés. Et je l'ai agrandi quelque part à droite ici, vous avez des puits. Alors, quand c'est un point rempli, c'est des puits positifs. Et quand c'est un point plus ou moins rempli, c'est des puits légèrement positifs qui ont montré des traces, mais où il n'y a pratiquement rien. Et vous avez aussi, quand c'est complètement ouvert, c'est des puits qui sont complètement négatifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette compagnie RES International, qui est actionnaire majoritaire du consortium, en 2019 a mis en production donc son champ du bloc 50 où elle est actionnaire à 100%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, ils avaient dit, nous, on produit ce champ à 10 000 barils jour, donc pendant à peu près une dizaine d'années. Mais comme ils sont tellement incompétents, en moins de 2 ans, ils ont saturé le champ et donc il y a une percée d'eau. Il y a une percée d'eau, l'eau a commencé à affluer. Donc la proportion d'eau par rapport à la proportion d'huile est élevée. Au final, la proportion d'huile qu'ils produisent en 2000, qu'ils produisaient en 2000 fin 2022 et tout ça, c'était autour de 2000 barils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu approcher M. Razak Saka ou pas? Je ne sais pas. Mais quand vous prenez en gros les différents graphes ici, on passe en bruit là-dessus, c'est complètement économique. Moi, mais j'aime pas trop. Mais regardez un peu juste la lue de ces graphes-là et regardez les coûts manuels là. Vous avez là où ils ont commencé à produire, où la valorisation de ces sociétés monte. Donc, vous avez l'indice boursier qui monte. Cette société prend de la valeur. Et vous avez au moment où ils n'ont plus rien à produire. Ils sont arrivés à la limite de leurs compétences où ils ont, comment on appelle, poussé le réservoir à bout jusqu'à la production d'eau. Vous avez la valeur qui a commencé à chuter. Et vous avez curieusement, vers fin, donc 2023, ça c'est l'année 2023, celui-là c'est des abscisses. Vous avez vers fin 2023, le Bénin, c'est monsieur annonce qu'il signe le bloc 1 du Bénin, y compris le champ de Sémé. Sachant que le champ de Sémé avait été déjà exploité et dont on sait qu'il y a des réserves qui ont été récupérées à un pourcentage donné, donc autrement dit 22%, et qu'on sait en fait aujourd'hui qu'on peut aller jusqu'à 35%. Donc ils se disent, bon, donc on ira prendre ce champ-là. Et donc, ils n'ont plus rien prouvé sur le marché. Il suffit donc de cette petite phrase-là pour dire qu'on est sur le Bénin, qu'on a tel stock qui a été prouvé pour faire monter les actions. Et justement, ça n'a pas tardé. On voit un peu la stabilisation ici. C'est ça la flèche en noir là, dans cette zone-là. Mais comme les problèmes de cette compagnie ont continué, et puis justement des actionnaires se sont levés, c'était sont partis et tout ça, ils ont changé complètement la direction pour rassurer un peu les investisseurs à ne pas aller parce que sinon l'action se casse complètement la gueule sur la bourse. Et du coup, voilà, on a assisté quand même à la dégringolade, mais de façon ralentie de l'indice boursier de cette compagnie sur le marché. Et donc, cette compagnie, en fait, comme je vous le disais, elle prend nos stocks qui sont estimés par Sapetro à peu près 300 milliards de francs CFA de ce qu'on aurait si on exploite sur 8 ans. Et en fait, se valorise sur les marchés financiers ou sinon essaie de ralentir la descente aux enfers donc, de sa mauvaise gestion des années antérieures. Et ça a été permis par, vous avez les noms qui sont listés là, Olivier Bocor, M. Adambi, M. Adambi, ce sont ceux qui ont signé le contrat. Oh, sans aucune offre financière. Hein. Ces messieurs, quand ils sont arrivés, il n'y a qu'une offre financière ni technique. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de le faire. C'est maintenant qu'ils sont en train de rentrer dans le vif du sujet. La première étude qui a été publiée, c'était en 2024, en août 2024. Donc, ils ont publié cette étude. Et ça a été révisé récemment également. Donc, vous voyez, il n'y avait au départ rien. Mais le ministre qui a fait de la Harvard, hein, ça, on n'a pas besoin de faire de la Harvard. Vous venez pas avec ces études. Bon, donc, il a permis ça. Il a permis que cette compagnie sécrète 300 milliards de francs des ressources béninoises pour se faire valoriser sur les marchés financiers. Donc, donc vous avez ça. Et derrière, vous avez des compagnies justement qui étaient intéressées, mais dont on a dit non, nous on ne veut pas de vous,
on veut reste international, etc. Et donc, on fait des annonces. Ça avantageait aussi le ministre Adambi qui avait des ambitions présidentielles, donc de pouvoir montrer que lui il va développer le pétrole, etc. Donc, visiblement, il n'a pas appris des leçons donc, de son aventure avec l'autre compagnie qu'on appelle Zenith Energy, qui avait dit qu'ils allaient produire 25 000 barils, mais au final, ils disent c'est 800 barils, on va produire jour. Donc, ouais, un peu ces messieurs-là, comment ils fonctionnent. Et on a comme l'impression que ça a été, l'arrivée donc de cette compagnie a été favorisée par Octogone, qui est un Béninois, un compatriote, mais s'il a fait, ça va être de la haute trahison. Et ce monsieur, je pense que à un moment donné, on doit se poser la question sur son rôle, le rôle qu'il a joué. Est-ce qu'il était au courant que cette compagnie était déjà en déclin avant de l'amener au Bénin? Et est-ce qu'il est conscient que c'est nos ressources que ces compagnies prennent pour aller se donner un peu de la valeur? Donc, en fait, l'exploitation dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une exploitation physique, mais c'est une exploitation donc, des stocks du Bénin pour se faire valoriser sur les marchés. C'est comme ça il faut voir la chose. Donc, quand vous prenez la structure de cette compagnie, vous avez à la tête le directeur des opérations qui couvre Akrake et Mazira. Mazira, ils étaient actionnaires à 100%. Et finalement, ils ont été en fait assignés en justice. Assignés en justice par Petrosi. Petrosi, il faut dire que c'est la compagnie pétrolière ivoirienne des hydrocarbures. Petrosi ne s'est pas fait payer ses prestations et services donc, Petrosi, c'est l'équivalent en fait de la Société nationale du Bénin pour la Côte d'Ivoire. Donc, Petrosi ne s'est pas fait tous filles chanter pour ça et Petrosi les a assignés en justice. Finalement, pour calmer Petrosi, et parce que ça leur cassait les couilles un peu, pardon ce terme, sur les marchés financiers, ils ont dû donner 12,5% à Petrosi. Ils ont dit à Petrosi, on vous donne 12,5%. Mais vous nous aidez à maintenir la production de Mazira, il a à 2000, 2000, 2500 barils, là, tel que c'est, parce que si ça dégringole encore en dessous de 2000, on est foutu. Donc, c'est une résolution à l'amiable, c'est disponible également sur Internet, vous pouvez fouiller un peu. Petrosi, Petrosi, c'est quand même une compagnie qui fait la fierté donc, de la Côte d'Ivoire. Et nous, on pense en fait que le Bénin devait être à minima à l'image de Petrosi. Les cadres pétroliers qui sont actuellement là, etc., qui ont été complètement renvoyés, on avait parlé dans une autre mission, renvoyés de la société béninoise des hydrocarbures, ont été tous formés à Petrosi, bon, pour la plupart, par les économistes qui étaient formés en Algérie, etc. Ils ont été tous formés à Petrosi. Donc, ils ont normalement acquis un certain nombre de compétences qui ont permis aux Ivoiriens d'être là et ils devaient pouvoir l'appliquer. Mais aujourd'hui, s'ils ne l'appliquent pas, bon, donc, c'est quand même dommage. Et donc, vous avez ce monsieur-là, c'est lui le directeur des opérations qui va coiffer, qui travaille à Mazira Oil, où ils ont eu assez de soucis. C'est lui qui va s'occuper des opérations du Bénin. Donc, on ne s'imagine même pas ce qui va se passer par la suite. Et comme par hasard, vous avez le country manager. Le country manager, c'est le directeur résident. C'est le facilitateur donc, des compagnies minières quand elles arrivent. Donc, c'est ce monsieur qui s'occupe donc de tout ce qui est démarches administratives, etc. Il négocie tout de façon administrative. Il discute avec la partie béninoise, il discute avec la partie, la compagnie elle-même, etc. Donc, ce monsieur doit avoir une neutralité et normalement, dans tout pays qui se respecte, c'est des nationaux qu'on nomme directeur résident. Bon, même si au départ, on peut nommer celui qui a quand même fait venir la compagnie dans le pays, parce qu'on suppose que s'il a quand même fait venir la campagne dans le pays, il a quand même une connexion, il a un réseau, donc il a un carnet d'adresses qui lui permet de pouvoir continuer les négociations. Mais par la suite, il est quand même logique que ce soit quelqu'un du pays. Et d'ailleurs, ça a été reproché à cette compagnie américaine. Cette compagnie américaine, la personne qui l'a introduite au Bénin est de nationalité togolaise et qui vit au Ghana. Et donc, ce monsieur, on lui a dit non, on ne va pas vous signer parce qu'en plus, votre directeur résident, il est togolais. Bon, donc, quand on dit ça d'un Africain qui est proche de chez nous, à 200 km de chez nous, sinon même pas, dont on partage les frontières d'ailleurs, qu'en est-il alors d'un étranger? Moi, je ne suis pas contre les étrangers. Donc, vous avez le directeur résident qui est monsieur Blois Yannick, qui est français et dont, dans le rapport officiel publié par RES lui-même, donc, nous dit que ce monsieur a été formé à l'école militaire, qu'il a servi dans l'armée française jusqu'au grade de capitaine avant de quitter. Bon, donc, quand vous avez ça et vous avez les tensions qu'il y a dans la sous-région, vous avez un cocktail à essayer d'éviter.
Ce monsieur, quand on regarde un peu son profil, a parcouru des compagnies pétrolières et autres, dont Savannah Énergie aujourd'hui est accusé par les pays de l'AES du financement donc du terrorisme. Bon, ce monsieur l'a servi, mais pas, il n'était pas dans l'AES. Quand il a servi, je crois qu'il était du côté donc du Nigeria ou en tout cas d'un pays quand même. Mais c'était Savannah Énergie. Bon, il n'est impliqué en rien dans tous les cas, mais je veux dire, il y a de façon diplomatique des choses à ne pas faire pour essayer donc de calmer la tension. Et, et ce qu'il y a aussi, c'est que, bah, justement, est-ce que ce monsieur a les compétences administratives? Est-ce qu'il a le réseau, le carnet d'adresse qui lui permettra de discuter à la fois à la partie béninoise, de rassurer les intérêts du Bénin et de rassurer les intérêts de la compagnie? Non. Ce monsieur n'a que des compétences techniques. Donc, ce qui aurait pu être intéressant, comme l'a fait Sapetro, hein, Sapetro avait un directeur résident qui était un Béninois et ils avaient également un directeur des opérations qui était un Nigérian. Et bon, qui a fait les États-Unis, tout ça, mais qui était un Nigérian qui pilotait les opérations. Et donc, c'est lui qui était vraiment au four au moulin. Donc, je pense que le profil de M. Yannick, c'est un très bon profil pour être directeur des opérations, mais il n'est pas bien positionné pour être directeur résident. Et donc, ça pose un problème. Parce que, au moins, sous le président Yahi Bono, on a réussi, les Béninois ont réussi à dire, bon, au moins pour ça, réglementairement, il faut que ce soit ça. Bon, c'est pas inscrit directement dans la loi, mais il y a eu un accord de principe pour dire que les directeurs résidents doivent être des Béninois. Bon, avec M. Adambi, on a vu ce que ça a donné. Le nouveau ministre qui est arrivé, bon, c'est pas son sujet de. C'est pas ça, car il ne fume pas ça, donc il ne s'en préoccupe pas. Et donc, moi, je crains que quand il y aura des petits problèmes qui vont commencer à péter de part et d'autre, que ce monsieur ne soit pointé du doigt. Et d'ailleurs, vous verrez, un monsieur des opérations, c'est un monsieur qui est chaque fois actif, mais là, il s'ennuie parce que justement, c'est maintenant la compagnie en train de faire le scannage, donc il n'y a pas vraiment d'opération sur le terrain. Un actif comme ça, il ne faut pas le laisser sans rien faire. Bon, il s'ennuie pour le moment, mais j'espère que ça va passer et que peut-être qu'il sera nommé directeur des opérations quand le moment viendra. Maintenant, est-ce que quand on dit ça, est-ce qu'on va dire, bon, le Bénin, est-ce que le Bénin a des compétences qui peuvent permettre d'aller jusqu'à nommer des directeurs résidents? Oui, parce que l'ancien directeur résident qui est là, M. Dami Hazoumé, il est toujours vivant, il est actif. Ce monsieur, nous avons appris d'ailleurs qu'il a essayé de contacter Octogone, il s'est manifesté, a manifesté sa disponibilité, a toujours accompagné le Bénin dans le développement du secteur pétrolier et tout ça. Mais bon, ça n'a pas été pris parce qu'on se demande même comment a été fait l'appel à candidature. Il n'y a eu rien. Vous regardez sur Internet, il n'y a eu qu'une trace. Donc c'est juste un monsieur qui a été pris et déposé la directeur résident. Bon. Vous avez monsieur Tossa Ruffin. Monsieur Tossa Ruffin, c'est un ingénieur foreur. Ce monsieur, il a fait plusieurs années. C'était lui qui était le compagnie man de Sapetro sur les chantiers de forage à ses mains. Donc, c'est un monsieur qui connaît très bien l'administration béninoise et qui connaît les opérations. Donc, il peut être même à la fois dans les opérations et à la fois dans tout ce qui est directeur résident. Vous avez Edmond Chacha. Edmond Chacha aussi, ingénieur foreur, logistique. Et ce monsieur, il est aussi petit de compétences. Donc, tous ces messieurs sont disponibles et veulent faire le travail. Mais est-ce qu'on les a contactés? Non. Certains ont été même jusqu'à se proposer. Mais est-ce qu'ils ont été écoutés? Non. Bon, donc, les profils n'en finissent pas. Vous avez Gado, la famille Gado, le fils est père. Aujourd'hui, le fils Gado, c'est lui qui gère tout ce qui est administratif pour la compagnie Fraser la compagnie Fraser que le ministre Adambi a voulu gruger également en lui demandant de changer de nom, de prendre Save Oil étant la maison mère donc de la maison qui est au Nigeria, et pour essayer donc de tromper la vigilance du président Talon qui ne voulait plus entendre donc du Fraser. Donc le petit, il est là. Vous avez M. Godonou. Godonou également, les opérations pétrolières, construction, pipeline, je dis pipeline, construction à ses mains, c'est un monsieur qui est dans le domaine. Vous avez M. James Ogbossi aussi, il est dans le domaine. C'est des gens qui ont fait la Chine, bah, lui, il est actuellement reconverti en auto-entrepreneur, mais bah, c'est des gens qui sont disponibles. Je pense que s'il y a une offre qui est disponible et que ceux-là sont au courant, ils vont forcément postuler. Vous avez l'ex-directeur de la Société béninoise des hydrocarbures, donc qui est SNHB, que j'appelle SNHB, Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Monsieur Achade, vous avez ce monsieur qui a permis à la SNHB d'arriver à un niveau où
Bon, on pensait que c'était un point de non-retour, mais on a tout de suite dégringolé du point d'inflexion. Donc, on est reparti encore la fondation. Donc, c'est maintenant, il faut encore tout déblayer, remettre la fondation. Et ce monsieur a déjà fait la fondation et on avait tout pour réussir. Mais bon, les directeurs successifs ont tout dégringolé. Vous avez monsieur Anselme Agbando qui est toujours. Ces messieurs sont tous à la retraite. Donc, depuis plus de 2 ans, c'est des gars qui sont déjà dispensés de ce qu'on peut appeler le droit de réserve sur tout ce qui est administration. Vous avez M. Chokman Jamais, bon, lui, il est encore actif. Bon, le pauvre, il est à la DG Mines. Il a été, je vous dis, directeur général des mines. Il a été secrétaire général des mines. Et ce monsieur, quand la nouvelle administration arrive, parce que justement, c'est un monsieur qui est un peu résistant face aux tentatives donc, de rançonnement des compagnies et tout ça, quand l'actuel gouvernement est arrivé, a pris au pouvoir, vous savez, ça il est toujours dans les rouages et il a toujours la puissance, hein. Donc, ce monsieur, il a été mis au placard, complètement au placard. Ce monsieur, il est à la DG Mine, il est ingénieur là-bas, parce qu'il est revenu à ses fonctions. L'autre, c'était des titres. Donc, il est revenu, personne ne lui confie rien. Il a fait sa thèse, il a fait des publications avec des chercheurs guinéens. Moi, j'ai juste peur que ce monsieur ne décide un jour de démissionner. S'il démissionne, c'est une compétence qu'on perd. Donc, je ne souhaite pas qu'il parte et je souhaite vraiment que ce monsieur soit maintenu là et qu'il ait quelque chose quand même à faire et qu'il mette à disposition ses compétences. Mais bon, après, si les gens ne veulent pas de la vérité, ils ne vont pas le mettre. Bon, ça, c'est c'est clair. Vous avez monsieur Kaki Christophe dont je parle, ce monsieur qui est resté droit dans ses bottes pendant 9 ans. Bon, il a été fidèle à ses convictions. Lui, il était un yaïste. Je ne sais pas s'il est toujours yaïste. Je souhaite quand même qu'il soit ferme devant cette commission parce que c'est un monsieur qui a empêché le détricotage donc, du système des mines du Bénin par la fougue qu'avait le ministre Kassa dans le temps qui voulait tout prendre. Lui, ce qu'il avait eu l'intelligence de faire, ce ministre Kassa, c'était justement d'aider les compagnies à venir facilement. Il a facilité la tâche, il n'a pas compliqué la tâche. Mais une fois qu'ils étaient sur place, lui, il les pompait, il les pompait, il les pompait, il les pompait. À Dambi, il a fait le contraire. Il ne les a pas laissés venir, il voulait d'abord les pomper avant de les faire entrer dans le système parce qu'il ne sait pas s'il va trop durer. Vous avez également, vous prenez Dalmeda, c'est un très bon profil. Lui, il a été même auditionné. Ce monsieur a été auditionné pour être directeur de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Contre toute attente, la politique s'est mêlée. On est allé prendre quelqu'un qui sort donc des ressources humaines de Sapetro avec un dossier lourd comme ça, un conflit avec les cadres béninois qui ont été recrutés chez Sapetro, dont il a voulu dédommager à 3 mois pendant que la société proposait plusieurs mois. Ce monsieur, il a eu des contentieux il a des contentieux qui sont en cours. Maître Joseph Diogbenou est l'avocat donc de la partie béninoise qui s'occupe de ces affaires. Bon, il est rentré en politique, il ne fait plus rien. Donc ce monsieur, ils sont allés le chercher, ils sont allés le mettre là parce qu'il est UPR. Donc ils ont abrogé donc la procédure de recrutement selon ce que les tests ont proposé. Il faut auditionner les gens, il faut sélectionner. Donc, bon, vous avez des jeunes ingénieurs, vous avez parmi eux, vous avez André Joy, qui est quelqu'un de très bien, qui a publié, c'est lui seul dans le domaine pétrolier aujourd'hui, qui a publié à peu près une vingtaine d'articles comme ça qui sont disponibles et qui sont en ligne. Ce monsieur, c'est le seul ingénieur, il était le seul ingénieur réservé de la Société nationale des hydrocarbures, mais on l'a renvoyé, on l'a repositionné à la direction générale des hydrocarbures. Bon, là-bas, il fait des merveilles, il fait bien des choses, mais bon, c'est pas là-bas, il faut le mettre, si on veut avoir des résultats, il faut le mettre ailleurs. Vous avez le jeune Ibrahim. Ibrahim, moi, je n'ai rien contre lui. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il laisse passer toute la corruption venue du conseil d'administration donc de l'OBGM, dirigé par son président, M. Cora, qui était directeur de cabinet adjoint donc, du ministère. Mais c'est un monsieur quand même qui est aussi compétent. Mais bon, après, il faut voir quelles sont ses ambitions. Mais je veux dire, moi, je liste juste des noms comme ça pour que vous puissiez voir quand même qu'au Bénin, on a des profils qu'on peut mettre. Là, vous avez M. Michael Tossou. Ce monsieur, il a travaillé sur le pétrole de Tonguéji. Des scénarios donc, du pétrole de Tonguéji. Vous connaissez la région Tonguéji, monsieur Jules, si vous êtes un peu de la zone ou pas? Non, non, pas vraiment. Ah, d'accord. Bah, à Tonguédi, c'est un autre problème. Le ministre ne se soucie pas de ça, mais les Nigériens, le gouverneur de l'État Ogun, c'est son problème, c'est sa priorité. Parce qu'en fait, à Tonguédi, du côté des Nigérians, ils ont découvert du pétrole. Donc,
Et on pense aussi, puisque nous, ça fait partie de notre bloc A, donc toute la région là, avec Adjara et tout ça dedans, la partie Sémé, on pense en onshore, hein, pas en mer, on pense quand même qu'il y a le prolongement donc de ce réservoir-là jusque chez nous et qu'il y a probablement du pétrole. Et d'ailleurs, il y a même la population, parfois, quand ils creusent les puits, ils voient donc des traces d'huile à la surface de l'eau qu'ils puisent. Et donc, le Nigeria est en train de nous arracher là, une bonne portion de l'île de Tonguédi, parce que le Nigeria dit on ne va pas laisser passer, c'est une ressource pétrolière qui est là. C'est une ressource stratégique pour le Nigeria. Donc le Nigeria est en train de nous arracher cette terre-là. Aucune autorité béninoise ne s'en préoccupe. Les cadres de Hadjara, moi je veux bien que le colonel Tevo Israël qu'il s'implique un peu parce qu'il est quand même un cadre de Hadjara, il est de la région, il comprend bien les choses. Il faudrait qu'il s'intègre parce que ça c'est une ressource stratégique pour la zone et pour le Bénin entier. Il faudrait que cette terre-là soit récupérée. Donc le ministre actuel ne s'occupe pas de ça. C'est pas sa préoccupation majeure. Mais c'est quand le Nigeria va commencer à produire le pétrole que nous allons nous réveiller. Et quand le Nigeria va produire le pétrole, qu'est-ce qui risque de se passer, monsieur? Je vais vous le dire. Vous avez aujourd'hui à Kpakpa, où on dit qu'on ira chercher de l'eau à Adjara. Vous savez Adjara va alimenter à Kpakpa avec de gros débits. Et c'est ça, c'est inscrit dans le péage. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et il y a même de la propagande autour. Monsieur Janvier Yahweh de où qui vient, qui en parle et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont commencer à produire le pétrole? Le type de pétrole qui est là-bas, c'est un pétrole lourd. Et on pense même que c'est du bitume. Qu'est-ce qui va se passer pour ce bitume? Il faut injecter de la vapeur, donc steam injection. Ils vont faire ça, ils vont faire aussi du fracking, j'imagine. Donc, quand on fait du fracking, qu'est-ce qui va se passer? Allez aux États-Unis voir le fracking, quand ils font le fracking, le pétrole, le gaz, ça se retrouve dans les robinets. Donc, ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on aura suffisamment de contrôle sur le Nigeria? Si le Nigeria exploite le pétrole de son côté et fait du fracking, non seulement on aura des répercussions parce que nous, nos aquifères aussi seront probablement impactés. Donc, le problème d'Akpakpa qui est en train d'être semblant résolu à travers euh, ces puits agro-débit qu'on est allé mettre à Djara, c'est un faux problème. Donc, quand moi j'ai vu ça à la télé, j'ai dit, mais il n'y a aucun cadre béninois pour dire non, mais n'allez pas là-bas sans résoudre le problème donc, des terres, sans résoudre le problème donc, de ressources. Et comment est-ce que cette ressource-là, aujourd'hui, même si on arrive à arracher la terre, est-ce qu'on exploite ce pétrole-là parce qu'on sait que justement on met des ressources en eau stratégiques pour Akpakpa, pour tout Cotonou? Pour tout Cotonou Est, etc. Est-ce qu'on va exploiter ce pétrole? Bah, personne ne réfléchit. Et on me dit non, mais avec ce gouvernement, on fait tout, on cale tout, non, il n'y a rien. Mais les choses vont se passer dans 5, 10, 20 ans. Parce que le Nigeria, à un moment donné, l'État Ogun est pressé. L'État Ogun veut aller à l'exploitation de ce pétrole-là. Mais ils veulent d'abord finir de sécuriser ce qu'ils sont en train de nous prendre. Ils veulent tout nous arracher, ils veulent tout prendre. Donc, ils veulent sécuriser ça d'abord. Une fois qu'ils ont sécurisé, ils se lancent dans la production. Parce qu'ils ne vont pas se lancer dans la production sans sécuriser, ça va être des conflits entre deux États. Donc, c'est ce qui les bloque pour le moment. Et donc, même si nous, on arrive à sécuriser, qu'on commence, on dit, nous, on ne veut pas exploiter notre partie. OK, le Nigeria exploite sa part. Bah, c'est tout un fait qui est connecté. Donc, à Kpakpa, ils se verront peut-être commencer à boire du gaz d'ici là, quand le Niger va commencer par exploiter ce pétrole-là. Et donc, ça, de façon stratégique, personne n'y réfléchit. Mais on a des cadres là qui ne font rien. Et c'est pareil pour la zone GDIZ. Vous savez, GDIZ, moi j'ai pris le rapport de l'ABE. Moi je respecte beaucoup Monsieur Covidé, François Corneille. C'est un docteur, bon, il a fait l'environnement et tout ça, mais il comprend rien. Il comprend rien parce que ce monsieur, il valide, c'est un passoire à l'ABE, il valide une étude de pâte alimentaire pour toutes ces compagnies-là, sans une modélisation, donc d'écoulement des produits chimiques. Il n'y a pas de scénario qui nous disent aujourd'hui à- à- si jamais il y a infiltration, etc., bon, on nous dit on va mettre des choses là. Si jamais il y a infiltration, à quelle distance autour du périmètre d'exploitation de GDIZ, on pollue les eaux qui sont là. Ça va être une pollution lente et une mort lente. Donc, vous avez Weto, ou Wedo, je veux dire, le parc, le parc qui a été construit là-bas, de logements sociaux qui sont là-bas, qui sont à peu près à 20 km donc, de GDIZ. Si vous avez une infiltration en bas, que personne ne vérifie, que personne ne contrôle, jusqu'à quelle distance autour du périmètre ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va affecter les aquifères qui alimentent Wedo et toute la zone de Wedo? Ça, personne n'en sait rien. Et les gens courent pour aller acheter des logements, on dit logement social, on vous met à côté d'une industrie.
qui est potentiellement dangereux, et on vous dit, mais non, allez-y. Et il n'y a pas l'OBSGM qui pour faire une étude de simulation d'écoulement là-bas, pour voir avec des scénarios d'écoulement jusqu'à quel niveau, quelle zone on peut tolérer. Et peut-être même que ça aurait pu éviter d'aller construire là-bas. Ça, c'est un autre problème qu'on peut aborder dans les jours à venir, bah, dès que les études seront terminées. Il faut faire de la prévention. Il ne faut pas attendre que les problèmes surviennent d'abord. Parce qu'aujourd'hui même, quel que soit, il n'y a pas de sécurité zéro. Même à 99%, 99, il y a 0,0001% que des produits chimiques se déversent et que ces produits chimiques affectent des aquifères. À 5 kilomètres autour, qu'est-ce qu'il y a? Quelles seront les concentrations? Ceux qui boivent de l'eau, etc., de forage, les pauvres populations. Ben, ils vont mourir de crise cardiaque à 50 20 ans, la durée de... Donc, il y a tous ces problèmes-là que l'OBGM devait pouvoir s'en occuper. Et ils ne font pas ça. Ils préfèrent s'occuper donc des plans de passation de marché public parce que ça arrange ceux qui les ont positionnés et c'est triste hein, en fait pour la jeunesse. Donc, quand REST nous annonce l'arrivée du RIG, c'était quoi l'objectif? L'objectif derrière, c'était de montrer qu'il s'active derrière le développement du champ de semeil. Mais en fait, c'était une arnaque. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une arnaque. Regardez un peu les faits. Bon, donc, vous avez REST qui nous dit on va exploiter le pétrole de Semer et que pour ça, il nous faut 78 dollars. Il faut que le prix du pétrole sur les marchés soit 78 dollars. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 70. Je ne sais pas combien ça fait actuellement, mais vous regardez un peu, nous sommes en dessous de 70, donc ce n'est pas rentable pour eux, logiquement. Mais bon, on sait que c'est des chiffres qu'ils gonflent quand même. Ok, très bien. Imaginons que malgré tout ça, ils disent on veut forer. Forer. Est-ce que vous pouvez forer? On va voir ça tout de suite. Vous avez l'annonce donc du 7 avril qui dit qu'on a signé un contrat le 4 avril. Moi, je vous le dis en français. Ceux qui peuvent lire, ils vont lire après, hein. On a signé un contrat le 4 avril qui permettra en fait d'exploiter donc de forêt, donc le plus vertical, qui permettra d'aller juste sur les autres horizons pour explorer le pétrole sur l'horizon H6, qui est l'horizon concerné, le champ de semer là, et les autres horizons qui sont plus bas, H7 et H8. Donc, et vous avez un peu à droite là les caractéristiques donc, du rig, du type de rig c'est un Jacob de type caisson Pacifique avec trois pieds. Les pieds sont là, un, deux, trois. Vous avez l'image qui est en bas là qui le montre, avec une capacité de 150 personnes. Non. Dont on ne sait d'où ces personnes viendront. Est-ce que c'est des Béninois? Ces Béninois, est-ce qu'on les a recrutés? Ok, on ne peut pas avoir tous des Béninois, ça c'est clair. Bon. Mais il y a des spécialités qui viennent du RIG, qui sont personnelles du RIG. Mais il y a des spécialités où on peut exiger quand même d'avoir des Béninois. L'ancien directeur, l'ex-directeur, M. Achadi, il avait exigé qu'on ait des Béninois. Ils ont même créé un truc où il y a des Béninois qui font tout ça dedans. Mais bon, aujourd'hui, ça n'intéresse personne de savoir tout ça. Et c'est des choses qui se discutent en amont. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher le contrat, puisque la société existe, on est allé chercher le contrat qui a été passé. On n'a pas eu le contrat, mais on a eu une information capitale. Vous avez le RIGGED. Le RIGGED, actuellement, vous savez où c'est? Le RIGGED, il est au Congo. Et ce RIG-là est en train de travailler pour la compagnie Eni depuis décembre 2024. La date prévisionnelle de fin de contrat pour ce RIG est estimée en mai 2024. Congo, point noir, hein, Congo, point noir, RDC. Et puis, vous avez ici en bas une compagnie non révélée. Et la date probable donc, de mise à disposition de ce RIGGED-là, à disposition donc, de la compagnie, c'est entre juin et septembre. Soit vous calculez, c'est en Afrique de l'Ouest, vous calculez, ça fait 120 jours, exactement les 120 jours annoncés par RES. Bon. Et comme ça ne suffisait pas, le 8 avril, précisément au lendemain de l'annonce de REST d'avoir loué un rig qui va venir bientôt à ses mains, la même compagnie qui loue le rig dit que nous avons une lettre qui nous contraint à honorer notre contrat sur la dernière moitié, la fin de la dernière moitié du mois de 2025. C'est ça le Q4 2025. Je vous laisse lire. Bon, c'est en anglais, mais ils le disent. Et ce contrat prend effet à partir de la fin 2024. C'est un contrat contraignant, donc tout est déjà calé. Et ça va être opéré par la compagnie Fostrot. Fostrot, c'est une compagnie pétrolière gazière qui opère en Côte d'Ivoire. Et donc, ces messieurs veulent augmenter leur production. Et pour ça, ils ont fait appel à GED.
Et GED va mettre la compagnie Bord Drilling va mettre à disposition le rig GED. Le rig, c'est la plateforme de forage pour une période de 1 an, à commencer donc de la fin 2025. Donc, entre juin, si le Bénin doit s'activer, ça va être entre juin, tel que c'est mis ici, et septembre. Ou peut-être un peu plus tard, parce qu'on ne sait pas si en mai, ceux-là, ils vont finir le contrat au Congo. Et c'est des dates prévisionnelles. Et qu'est-ce qui se passe actuellement chez nous? Non seulement on n'a même pas encore parlé de certains personnels qui vont faire part de ça, le ministère des Mines n'a pas été saisi officiellement avant cette annonce. Je ne sais pas si là, ils l'ont fait dans les jours qui ont suivi, parce que ça circulé sur les réseaux. Vous avez la, la société RES qui dit on finance les études de scanning donc des données, sachant que la Société nationale des hydrocarbures est censée jouer ce rôle-là, apprêter toutes les données, faire de la modélisation, faire de la recherche concrète, quitte à les mettre à disposition de ces compagnies, en laissant le soin à ces compagnies d'aller approfondir les recherches et de faire une contre-expertise avant de se lancer dans le forage. Ils n'ont rien fait. Les données n'ont même pas été capables de les structurer, de les déposer. Donc la compagnie arrive et paye 20 000 dollars. Monsieur Jules, hein, de vous à nous, à tout ce qui a été fait à Ouida, tout ça, Gogo Day, est-ce que c'est 20 000 dollars qui manquent au Bénin et à la société pour arranger un peu nos données, pour les mettre dans un disque ou dans un schéma donc de SQL où on a une base de données qu'on peut gérer. Ça, il y en avait pas. Et c'est cette compagnie qui vient, qui achète des ordinateurs, au total 20 000 dollars. Le communiqué existe toujours. Et ça leur fait une pub. Vous voyez un peu que la honte du Bénin. Bon, donc passons ça. Ils sont en train de faire ce travail-là. Vous avez ce travail-là et vous avez derrière, parce qu'ils ont besoin de cette donnée pour des études géologiques approfondies avant de forer, il faut des études géologiques. Et ces études géologiques, c'est minimum 6 mois. Si vous avez un bon personnel, c'est minimum 6 mois. Un bon personnel, hein, je dis c'est minimum 6 mois. Ils n'en ont pas. C'est la Côte d'Ivoire qui le fait ça à travers Petrosi. Bon, on va supposer que la Côte d'Ivoire acceptera de le faire. Je ne sais pas comment, si à travers des pas d'action, parce que la Côte d'Ivoire ne s'était pas fait payer récemment. Donc, quand elle a revendiqué, finalement, on lui a donné des parts. Plutôt que de nous donner des sous, elle a eu des parts. Donc, c'était plus rentable pour elle, j'imagine. En tout cas, donc, il n'y a pas eu cette discussion. Il y a eu ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le DWOP. Le DWOP, c'est le Drilling Well on Paper. C'est une séance où vous regroupez tous celui qui a le rig, tous les acteurs qui vont intervenir dans le champ, y compris les universitaires qui sont associés, et on ford le puits sur papier. C'est ce que ça veut dire. On discute de tout, des éventualités, de qui fait quoi, à quel moment, etc., etc. Tout le monde s'accorde sur un point de vue. Ça permet d'aller plus vite parce que le rig, c'est soit vous êtes en régie, soit vous êtes en forfait. Et donc, ça dépend de ce que vous prenez ou sinon, mais en gros, on pense quand même que c'est un demi-million donc de dollars de dépenses minimum par jour pour ce champ-là, quoi, au coût du forage. Donc, vous voyez, ça fait combien? Ça fait dans les milliards déjà pour les 120 jours. Et puis, vous avez la démobilisation du rig. La démobilisation du rig, si vous avez 6 mois, plus la séance de DWOP qui doit se planifier avant, en conséquence, à travers une étude de faisabilité, tout ça bien terminé, dont personne n'est au courant pour le moment parce qu'ils n'ont même pas encore fini de scanner les données, il faut la démobilisation du rig. Donc, est-ce que selon vous, tout ça est réalisable? La question, c'est non. Sinon, ce n'est pas réalisable. C'était juste un effet d'annonce. Un effet d'annonce pour montrer qu'on essaie de respecter. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont utiliser cet argument comme quoi la compagnie n'a pas respecté son engagement. Parce que ce qui a été mis ici, c'était juste un accord de principe. Ce n'est pas un contrat qui a été signé, comme ça a été fait penser. C'est un accord de principe. Et c'est pour ça la compagnie Borrell n'a pas voulu mettre le nom de la compagnie parce qu'il ne veut pas s'associer à ces gens de magouilles là où vous allez mettre des choses après. On va vous dire, vous citez des compagnies, vous opérez des compagnies qui font de n'importe quoi. Donc, ils ont préféré ne pas. On dit, on ne met pas d'abord, OK, nous, on pense qu'on sera disponible pendant cette période-là. On va essayer de vous faire une petite réservation. On met ça là quand même d'abord, mais rien n'est clair pour le moment. Donc, parce que Reste n'est pas encore prêt. Donc, Reste n'est pas prêt et ceux-là, ils ne veulent pas prendre le risque de mettre Reste parce qu'eux-mêmes, ils sont cotés en bourse et les actions dépendent de leur performance. Donc, quels sont les risques géologiques aujourd'hui? Quand on parle donc d'études de faisabilité géologique, etc. Bon, donc, beaucoup de Béninois ne comprennent pas. Donc, si on a 5 minutes, je vais aller très rapidement. Vous voyez, en fait, en autre chose qui se passe en général, quand on veut exploiter le pétrole, c'est tout un tas d'études qui se font, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle, ici, ce que vous voyez, c'est un bateau hein, qui fait de l'acquisition sismique.
Donc, les géographes qui s'appellent géophysiciens, ah, moi, je les invite à venir voir ce qu'on appelle géophysique. Ça, c'est la géophysique, notamment de la réflexion sismique. Et donc, on tire des lignes. Ce sont des lignes. Ces lignes-là ont des capteurs. C'est des capteurs qu'on appelle des géophones. Et on tire le canon ici. Donc, le canon génère des bulles et des ondes qui se propagent donc, jusqu'au fond donc, de l'eau, traverse les roches et s'atténue complètement. Ces ondes ensuite sont réfléchies. Et quand elles sont réfléchies, elles sont enregistrées. Les ondes réfléchies sont enregistrées sur la ligne que vous avez qui est, où il y a des réflecteurs géophones qui sont enregistrés. Donc au Bénin, ça avait été fait à l'époque par Union Oil dans les années 70. Et ça a été fait également par Sapetro avec de la 3D et tout ça sur les deux structures cartographiées. Donc, quand on finit cette phase, on passe en fait au traitement, au traitement et après au post-traitement. Au post-traitement, c'est là où on vient faire l'interprétation en ayant des puits offset. Des puits offset, c'est des puits qui existent déjà où on a déjà réussi des données physiques telles que le gamma ray, la diagraphie sonique, la densité. Donc, toute cette diagraphie-là, on les regroupe et on essaie donc de caler les horizons. Ce qu'on appelle les horizons ici, c'est en fait les toits donc, des formations géologiques qui représentent soit des discontinuités ou des époques où il n'y a pas eu de sédimentation, ou en tout cas où il y a eu un événement qui marque en fait un arrêt ou un dépôt, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc on fait ce traitement et après on cale tout en 3D. On sort des cartes des toits de chaque formation. Notamment ici, c'est le 4. Si la figure tout en droite, là, c'est la carte donc, de l'horizon A6. C'est l'isobate donc, de l'horizon du réservoir. Ou en bas ici, on a l'horizon toujours du réservoir, mais une vue en 3D. Les tirets qui sont en couleur très bien colorés, très jolis, hein, ce sont en fait des zones de passage, donc de failles autour donc, du réservoir. Donc, ça, c'est la convoitise actuelle des compagnies pétrolières, l'horizon I6. Les autres horizons qui sont un peu plus bas, on va peut-être jeter un coup d'œil, mais c'est pas ça quelque chose. Donc, moi, j'ai pris toutes ces données. J'ai pris toutes ces données, j'ai essayé de regarder la décomposition donc spectrale. Je ne suis pas géophysicien pur de formation, mais j'ai les bases techniques quand même qui peuvent me permettre donc de m'aventurer sur ce terrain-là. J'ai fait de la décomposition spectrale et j'ai pu sortir ici la patate que vous voyez là, où vous avez tout autour la concentration donc des puits des forêts. Bon, l'image a été agrandie un peu ici et c'est ça que vous voyez là. Donc ça, c'est la convoitise actuelle. Et c'est en fait voilà, le réservoir que vous voyez qui témoigne donc d'un système donc, de dépôt type. Quand on voit même de la forme, déjà, on sait que c'est un système, que ces sédiments étaient déposés dans un euh, éventail deltaïque avec la forme de delta qu'on a ici là. Et ça, c'est très intéressant, c'est des choses à voir et dont personne n'en dispose actuellement au Bénin, malgré les 200 millions investis pour acheter un logiciel qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne à mi-temps à la SNHB et dont personne n'en parle et personne ne demande de la reddition des comptes. Moi, j'utilise tout ça, après, je fais mon calage en faciès. Donc, à toutes ces droites-là que vous voyez, ce sont les puits qui ont traversé le réservoir. L'idée, c'est quand même de faire une contre-expertise et d'attendre de voir ce que ces gars-là nous... Parce que personne ne veut prendre ses responsabilités pour étudier tout ça. C'est des heures, c'est un temps qu'il faut y consacrer, il faut aimer son pays pour le faire. Donc moi j'ai fait avec le peu de données que je dispose. Malgré ces données-là, j'ai quand même pu aboutir à un résultat concret. Donc, j'imagine que avec plein de données, pourra faire des choses merveilleuses et vraiment situer et dérisquer ce problème-là, situer les zones où il faut forer et tout ça. Donc, j'ai pris quelques données donc, de diagraphie que vous avez vues là, que vous voyez. Au moins, ça permet à vos téléspectateurs d'avoir un peu une idée ça, ce sont des diagraphies qu'on enregistre, ce sont des mesures physiques. Et après, nous, on sait, on les comprend, on les interprète, etc., en langage codé où on peut avoir des zones du pétrole, etc., et tout ça. Donc ici, vous avez quelques images d'un puits qui a été carotté, le puits S5 qui est sur la structure sud, qui a été carotté. Donc c'est à peu près ça, hein. C'est une roche imbibée de pétrole. C'est pas comme il y a un gros trou et vous mettez, vous puisez du pétrole. Non, c'est pas ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret et tout. Donc moi, j'ai fait des hypothèses donc, de simulation et de migration donc, du pétrole sur le toit de l'horizon I6. Et ça, en rouge, en fait, c'est la couverture en gaz. Et en vert, ici, c'est la migration, c'est le pétrole autour. Donc on voit très bien que Sapetro avait bien raison d'essayer d'aller investir
cette zone-là qui a montré un puits positif ici, un puits positif ici, mais dont le puits d'UV5 a été sec. Ce qui n'a pas regardé, c'est justement la structurale derrière, parce qu'on peut avoir une zone qui montre qu'il y a des existences de pétrole, mais quand vous intégrez la structurale, en fonction donc du déplacement des blocs, vous risquez de ne réellement rien accumuler. C'était une étude plus basique parce que déjà, il faut dégrossir les choses, il faut et après, vous faites une étude ponctuelle, donc pointue du moins. Donc, moi, je n'ai pas intégré le système de failles dans mon modèle pour le simplifier rapidement, juste pour voir déjà s'il y a une raison d'aller là-bas. Et oui, il y avait une raison, mais après, il va falloir intégrer un peu de la structurale dedans pour voir tout ça, si réellement on accumule ou pas, ou si réellement le pétrole fuit ailleurs. Bon, donc, c'est des choses que les gens peuvent faire, mais ils sont tous là dans l'administration, personne ne veut rien faire et il tourne en rond. Le président, il investit des millions de francs. Bon, donc, il n'a aucun résultat. Au final, c'est le ministre Adambi qui en profite aussi et qui grige un peu les compagnies. Wada, quand il voit ça, il dit non, il faut arrêter, je prends en main tout ça. Bon, lui il ne comprend rien, il fait confiance au cabinet Drakenbach. Drakenbach nous dit qu'il faut forer un puits d'exploration d'abord et après des puits subhorizontaux, parce que c'est une même phrase, hein. Cette phrase de Drakenbach là, que Rest nous met dans son rapport qu'elle a publié en août, en disant qu'on va d'abord forer un puits vertical en exploration qui ira jusqu'aux horizons H7 et H8, c'est-à-dire les horizons en bas pour voir s'il y a du pétrole et du gaz dedans. Et après, on va forer nos puits subhorizontaux pour rester sur l'horizon H6 où il y a eu du pétrole, où il y a encore du pétrole à récupérer. Je rappelle ici quand même, avant de continuer, que ces horizons H6 et H7 et H8, il y avait une géologue béninoise dans le temps, c'était elle qui avait suscité l'engouement et avait demandé aux compagnies d'aller explorer ces zones-là parce que eux, ils étaient pressés par le temps et de gains de financement et d'efficacité. Ils ne voulaient pas aller, notamment celle qui est aujourd'hui secrétaire, non pas secrétaire, conseillère du ministre du Pétrole, Madame Alimina Soussan, c'est elle qui a fait un travail, mais bon. Comme dans notre pays, tous ceux qui travaillent pour le Bénin, on ne les décore pas. Cette dame n'a jamais été, bon, n'a pas été décorée. Je n'en ai pas souvenance, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Et c'est la même dame qui a publié, si vous voulez, le livre Un demi-verre de pétrole. Si vous avez déjà lu ce livre, je ne sais pas, mais c'est disponible quand même à la librairie Notre-Dame. Je ne sais pas si c'est toujours disponible ou pas, mais ça peut parler à certaines personnes qui ont déjà lu ce livre-là. C'est cette dame-là qui est pionnière autour donc des ingénieurs de Saga qui ont demandé à ce qu'on aille jusqu'au fond parce que c'était pas l'objectif primordial de Saga dans le temps d'aller dans ces zones-là. Donc, elle a poussé à aller jusqu'au fond. Donc, on va peut-être attendre qu'elle va mourir pour la décorer, mais bon, c'est dommage. Donc, ça, c'est la patate qu'on a. C'est la patate qui est actuellement en vue qui sera exploré. Donc, comme REST n'a pas encore fait cette étude, ils n'ont pas ces informations, ils ne savent même pas où placer les puits. On apprend qu'ils vont placer les puits dans les encablures donc des plateformes laissées passer à pétrole, notamment quelque part ici, vers ces puits verticaux là. CS1, c'est le puits vertical de Sapetro qui a les droits au réservoir. C'est là-dessus qu'a été construit la plateforme inachevée qui est disponible actuellement là-bas. Et donc, ils vont mettre ça dans les encablures. Bon, il y a des risques que moi je vois là, mais dont je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas un problème. J'attends juste qu'ils nous présentent un peu des choses, qu'on ait les documents techniques pour comprendre ce qu'ils veulent dire. On va mettre un peu dans les encablures et les arguments qu'ils avancent. Donc, moi, j'ai situé un peu la zone de sédimentation donc de ce type de fan delta. C'est un delta qui s'est déposé avec des sédiments complètement remaniés. Donc, on voit la forme donc, des limites du gisement à travers donc, cette étude que moi j'ai mise là. Bon, donc, à peu près, c'est un peu ça la présentation. Donc, moi, je vois l'objectif de forer le puits vertical n'est pas un objectif prioritaire parce que le puits vertical laissé par Sapetro, c'est un puits qu'on peut rouvrir, aller complètement, puisqu'il s'agit d'un projet d'exploration associé à l'université directement foncé en 6 pouces là-dessus, parce qu'il semble que, si j'ai bonne mémoire, Sapetro avait complété ses puits en 7 pouces. Donc, on peut descendre en petit diamètre et carotter jusqu'à l'horizon H8 et ne plus avoir foré notre puits là. Et le nouveau puits qu'il faut peut-être recommander de forer, ça va être d'aller explorer la zone, notamment autour de puits d'UV5 ou bien d'autres zones ailleurs. Ou sinon, on dit la moitié de l'argent
vous nous étudiez tout le bassin avec, vous faites une étude géologique de tout le bassin avec tout ce que vous avez. Vous financez ça, vous mettez les universitaires dans le système. Il faut se dire aujourd'hui, et ça, c'est aussi dommage, c'est nos politiques d'éducation. Le gouvernement est arrivé et dit, bon, on va investir dans tout ce qui est tourisme, on laisse l'éducation de côté, on met un peu la peur, et on pense que avec la peur, les gens ils vont s'éduquer. Les gens, ils ont juste peur de ne pas faire, mais quand il y a un peu de détournement d'attention, les gens, ils feront n'importe quoi. Ça se voit. Les détournements ne cessent donc de continuer. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'investir un peu dans l'éducation. Aujourd'hui, au Bénin, on a, à part le professeur Kaki Christophe, qui est sédimentologue pétrolier, il n'y a qu'un seul sédimentologue pétrolier formé par l'université. Et ce monsieur, il a été formé grâce à l'intervention donc de certaines personnes qui ont dit ça suffit, ça s'arrête, il faut qu'on forme un sédimentologue pétrolier à travers les fonds pétroliers. Et quand ce monsieur a été foré, il est où? Il est dans l'aspirana. Il espère toujours dans l'aspirana. Donc, il n'a pas été intégré dans le système. Vous voyez ça? Donc, Monsieur Kaki, d'ici là, à 7 ans, peut-être il ira à la retraite, hein, si je me trompe, c'est la fin pour lui. Il ira à la retraite et le Bénin n'aura même plus de sédimentologue. Le sédimentologue, c'est lui qui voit les roches. Il nous dit, ah, ce sédiment, tel que ça se présente ici, il est possible d'avoir une bonne roche, réservoir poreuse, etc. Ça peut être un réservoir. Il fait des études pour dire, on peut avoir du pétrole ici, des choses comme ça. Donc, ce monsieur, on ne l'a plus. La seule personne qui existe, qui est scientifique, qui est là, c'est M. Kiki Haman et on le met de côté. Il est aspirant. Bon, j'ai entendu là, avec le dernier conseil des ministres qu'il y aura poste de quoi, assistant probatoire. Bon, j'espère pour lui qu'il sera quand même sur la. Sinon, tant pis pour le Bénin. Mais c'est ça en fait le truc. Et ça en fait la gestion du pétrole au Bénin. Donc je pense que M. Jules, on n'est pas prêt et on n'est pas déterminé pour aller de l'avant. Nos gouvernants veulent tout faire pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Vous prenez même le domaine minier. Vous avez le code minier qui est en train d'être révisé en ce moment, qui n'est pas encore terminé. L'objectif derrière, c'est de s'accaparer des ressources minières. Et l'objectif final derrière, c'est de mettre sous tutelle aussi la Direction générale des mines, sous tutelle donc du ministère de l'Environnement qui ne fout rien non plus. L'ABE ne fout rien. Parce qu'ils veulent tout regrouper, ils veulent s'accaparer des carrières de sable qui sont exploitées. Est-ce que vous savez que quand vous allez sur le site, je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais sinon, l'AB renouvelle toujours son site tous les 3 ans. Vous allez sur les carrières, le site de l'AB, je ne sais pas si vous le verrez, hein, mais demandez-leur quand même à voir les contrats ou sinon la délimitation des périmètres d'exploitation des carrières. Il n'y a aucune coordonnée GPS référencée. Vous avez juste des points dont on a mis des valeurs, mais on n'a pas dit dans quelle unité géologique, de référencement géographique c'est. Donc ça veut dire ça, monsieur, en fait, ils ont un permis illégal, parce que juridiquement, ça n'a aucun sens. Et ça, ce sont les cadres de l'administration minière qui signent ces genre de documents et qui ne s'assurent pas de mettre d'OVGS ou bien UTM 80, UTM 31 Nord, UVGS 84, des choses comme ça. Et donc quand bah, le cabinet sénégalais est arrivé, j'en avais parlé dans l'autre entretien, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il y a eu des erreurs techniques, qu'il y a eu aussi de la magouille et tout ça. Bon, donc ils ont mis un peu de la pression sur eux, ils ont cédé. Et donc l'objectif, c'est vraiment de réquisitionner tout ce qui est gestion de l'exploitation des carrières de la DG Mine pour remettre en fait à des gens proches du pouvoir. Donc la détricotation donc, du service public au profit de ceux qui sont autour du pouvoir, des proches du président. C'est ça l'objectif qui est visé derrière. Moi, j'ai de la peine. Moi, je dis, il ne faut pas détricoter, comment on appelle, notre service public. Mais en même temps, je dis, il y a aussi la responsabilité de nos cadres qui est à pointer du doigt. Et donc, il faut que chacun rentre dans son rôle et qu'on sauve tous ensemble. Parce que ça peut être une lutte d'une seule personne. Moi, je le dis, la population, bon, ça va être un émoi, 2 ou 3 jours, mais c'est terminé. Si rien n'est fait, pour que chacun corrige, ça va toujours continuer. C'est ça le truc. Donc, monsieur Jules, je pense qu'on a Ok, parlé. merci beaucoup. Je pense qu'avec ces supports-là, les gens vont mieux comprendre la situation du pétrole au Bénin Ouais. et Ouais, la avec les... situation du pétrole bénin est catastrophique et il faut le dire, il faut faire partie de Drakensberg, sinon on n'arrivera à rien. Je vous le dis, on n'arrivera à rien. Drakensberg, c'est le poison là. C'est pour ça que je termine sur Drakensberg, poison là. Il ne conseille rien à nos dirigeants. Et puis si nos dirigeants ne sont pas informés, qui n'ont plus confiance aux cadres,
Bon, ils font de n'importe quoi. Donc, c'est ça, en fait, le truc. OK. Le Donc, ministre Wada, il n'est pas éclairé par des décisions scientifiquement réfléchies. Et c'est ça, donc donc, lui prend des décisions sur la base donc, des cabinets. Il est habitué à ça. Comme voulez-vous, le monsieur, il vient de la Harvard. Les cabinets conseils, c'est son truc. Bon, donc il fait confiance à ses cabinets. Donc quand on lui dit c'est ça, c'est ça. On lui dit, il vous faut un peu vertical, bon, dont on n'a pas encore chose là. Venant donc de Drakenbach, bon, il fait ça. Quand on dit signer le contrat, il fait ça. Bon, donc, vous voulez quoi, monsieur Jules? Rien. merci beaucoup. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Et puis, je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour pouvoir conclure. Euh, Un mot de fin, je vais juste dire que bon, tout ce qui a été dit, c'est pas dans l'objectif de dénigrer quelque chose que ce soit. Ou... Je sais que j'ai mis un grand pas dans la fourmilière, ça va secouer un peu. Je connais mes gens, on va mieux s'entendre par la suite. Et l'idée, c'est vraiment que chacun se réveille. Moi, j'ai pas envie que, par exemple, tout ce que le président fait là soit du gâchis et qu'on continue toujours pas plonger qu'on détruit la petite fondation qu'il y a, qu'on détruit la petite construction qu'il y a dessus. Je veux vraiment qu'on aille de l'avant tous ensemble. Le président Talon, c'est pas mon candidat c'est Kémy Séba, mais si Kémy Séba doit venir hériter donc d'une maison complètement rasée, le temps pour lui de faire la fondation et de commencer à mettre le chaînage, personne ne verra rien. Donc, il faut aussi que les gens travaillent pour que ça soit profitable à tout le monde. Donc, c'est pour ça, moi, je m'inscris, je me donne la latitude là d'essayer donc ces points, par ces punchlines là d'essayer donc d'attirer l'attention donc des autorités sur ce qui se passe et tout. Donc, c'est de la consultation gratuite, mais c'est pas aussi gratuite que ça parce que je veux que le Bénin aille de l'avant après tout. Sous Kami Seba. OK. Merci beaucoup, Monsieur Florent Essou, pour toutes ces informations. Euh, Merci beaucoup à vous, Monsieur Jules, et le plaisir partagé.